Bonsoir, d'une femme à l'autre, de Marie-Jo Pérec à Carole Bouquet. Bonsoir. Bonsoir. La championne olympique regrette de ne pas avoir couru hier à Bercy, mais refuse l'emprise de son entraîneur, un homme. Elle le dira dans ce journal. C'est une histoire vraie. L'actrice refuse l'emprise des deux hommes qu'elle aime. C'est une histoire filmée qui a pour titre « D'une femme à l'autre ». Mais avant d'entendre ces deux femmes qui veulent exister, parlons des hommes, de ceux qui font l'actualité du jour. Et d'abord d'Édouard Balladur, le Premier ministre, accompagné de François Léotard, a fait une visite surprise en Bosnie. Édouard Balladur a tenu à se rendre auprès des casques bleus français qui ont perdu encore un des leurs vendredi. Et après s'être recueilli, a critiqué vivement l'incapacité des forces internationales à riposter très vite à ce qu'il a appelé un assassinat. Nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Pascal Stelletta ont accompagné le chef du gouvernement et le ministre de la Défense. Le premier geste d'Édouard Balladur et de François Léotard au quartier général français à Zagreb, s'incliner devant la dépouille du caporal-chef Stéphane Dubrul, tué par un tireur isolé sur le poste d'observation d'Okata, près de la ligne de front qui sépare les forces serbes et musulmanes dans la poche de Bihac. Et cette poche de Bihac, Édouard Balladur a voulu la visiter pour voir dans quelles conditions les soldats français assuraient la sécurité des convois humanitaires et les distributions de vivres aux populations. Après Karlovac, village martyr de Croatie, nous avons dû passer une quinzaine de barrages de l'ONU, des forces serbes ou des musulmans bosniaques avant d'arriver dans cette poche encerclée par les Serbes. Au col de Skokovi, sur la ligne de front qui sépare deux forces musulmanes, les avions chasseurs F-18 de l'OTAN assuraient même la sécurité du convoi. Pour Édouard Balladur, à l'avenir, les ripostes devront être plus rapides en cas d'attaque. Alors je crois indispensable que le circuit des décisions prises par les Nations Unies soit tel que l'on puisse assurer dans de bonnes conditions l'efficacité des ripostes quand il faut riposter. Alors nous avons le sentiment que trop souvent ça n'est pas le cas, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'en entretenir avec M. Akashi, le représentant des Nations Unies, et nous allons en France, le ministre de la Défense, M. Léotard, M. Juppé et moi-même, étudier les propositions qui peuvent être faites pour que les ripostes soient décidées plus vite et non pas décidées lorsqu'elles n'ont plus lieu d'être parce que le moment est passé. Il est essentiel que nos soldats bénéficient ici des conditions de protection et de sécurité maximum. Je rappelle qu'ils ne se livrent pas à des opérations de guerre, mais à des opérations humanitaires. En visitant cette poche de Bihac, Édouard Balladur s'est trouvé au cœur de la complexité du problème de l'ex-Yougoslavie, avec les musulmans du Nord qui se battent contre les musulmans du Sud, avec en plus l'appui des Serbes. Et au milieu de tout cela, 1300 soldats français particulièrement vulnérables. Obus, mortier, attaque, aéroport, ces mots évoquent depuis des mois la guerre en Bosnie et pourtant, ces mots apparaissent dans un pays encore plus proche du nôtre, l'Angleterre. Une nouvelle attaque au mortier a eu lieu ce matin contre l'aéroport le plus fréquenté du monde, celui de Londres Heathrow, la troisième en 4 jours. Il n'y a pas eu de victimes, mais quelle frayeur et quelle inquiétude. Christian-Marie Monod est à Londres. L'aéroport de Londres Heathrow retrouve progressivement son activité normale. Le troisième attentat de ce matin contre l'aéroport a fait peu de dégâts et aucune victime. Une fois encore, les 4 obus de mortier n'ont pas explosé. La police antiterroriste refuse de donner une explication, mais craint d'autres attentats. Aux abords de l'aéroport, l'inquiétude grandit parmi les habitants. C'est tellement près du terminal d'Esso que s'il était atteint, le quartier entier exploserait. En prenant pour cible un des plus grands aéroports du monde, pour la 3e fois en 4 jours, l'IRA montre sa capacité de frapper les zones sensibles de la Grande-Bretagne. Gerry Adams veut forcer le gouvernement à ouvrir les négociations sans conditions. C'est le gouvernement britannique qui impose des conditions impossibles à ces négociations. On dit qu'il y a un processus de la paix, mais ça veut dire qu'il y a un conflit. On ne peut pas dire le conflit cesse et puis on a un processus pour la paix. En Irlande du Nord, depuis 25 ans, les bombes terrorisent la population sans perspective de changement. La solution passe par des discussions politiques, cela veut dire une nouvelle approche. Surveillance accrue, Heathrow pourrait bien retrouver son visage du temps de la guerre du Golfe. Le Premier ministre britannique reste sur ses positions. Pas de dialogue sans la fin des attentats. Demain, à la Chambre des communes, l'Irlande du Nord sera au cœur des débats. Certains députés souhaitent le renfort de l'armée et une répression accrue contre l'IRA.
Israël a désormais ses terroristes, ses propres terroristes juifs. Le gouvernement israélien a dissous 2 mouvements de colons qu'il considère comme 2 organisations terroristes. C'est la première fois qu'une telle décision est prise depuis la création de l'État hébreu. Reportage d'Olivier Lerner et Alain Grégo. Il voulait l'entendre pour vraiment le croire. Ces hommes dévoués à la cause du Kar, ce groupuscule raciste anti-arabe, sont désormais assimilés à des terroristes au même titre que les combattants de l'OLP, du Hamas ou du djihad islamique. Cette poignée d'extrémistes juifs dont faisait partie Baruch Goldstein, le tueur de la mosquée de Hébron, a réagi en 2 temps, 2 mouvements. D'abord, un déménagement visible et précipité. Chaises, tables, livres, photos et ce que l'on ne voit pas, des armes et des documents secrets ont été déplacés. Ensuite, ils vont s'éparpiller dans la nature, mais garderont le contact entre eux. Vous savez, des dizaines de milliers de juifs pensent comme moi aujourd'hui. C'est un jour noir pour l'État d'Israël. Moi, je ne me sens pas dans la peau d'un terroriste, mais pour le gouvernement, oui, j'en suis un. C'est vraiment triste. J'ai fait l'armée, j'ai servi mon pays, et on me considère aujourd'hui comme un terroriste. Non loin de Hébron, Tapouah. Cette implantation abrite le siège du Kahana Chai, frère jumeau du Kar, dirigé par le fils du rabbin Meir Kahana, assassiné à New York en novembre 90. Kahana Chai, Kar, même combat, même idéologie, même punition. Le leader du Kar, Baruch Marzel, a pris le maquis depuis 10 jours. Ses principaux lieutenants sont déjà tous derrière les barreaux. Cette mise hors la loi qui concerne tout de même plusieurs dizaines d'extrémistes juifs est bien la première mesure concrète prise par le gouvernement Rabin depuis le massacre de Hébron. Mais ce n'est pas tout. À partir de ce soir, l'armée peut très bien ouvrir le feu sur des colons qui tirent sans que leur vie soit en danger sur des Palestiniens des territoires occupés. On risque de voir très vite ici en Israël des scènes tout à fait inédites. Les Niçois ont voté aujourd'hui. Ils avaient à choisir dans une élection législative partielle entre le maire de la ville, le RPR Jean-Paul Baretti, et le candidat du Front National, Jacques Perrat. Les bureaux ont été fermés à 20 h, mais nous devrions avoir une première indication sur la participation, Thierry Curtet. Écoutez Jean-Paul, la participation à 19h30 était de 51%, en hausse de 6 à 7% par rapport au premier tour. Bien entendu, il n'est pas question d'en tirer une première idée de résultat, mais au moins une première constatation. Jean-Paul Baretti, le maire de Nice, avait appelé à la mobilisation, à la création d'un front républicain contre le Front National, un appel entendu par les états-majors politiques locaux. Le PS, le PC, les écologistes avaient appelé à voter contre le Front National, et au vu du faible taux de participation, ce n'est tout de même pas, il faut bien le dire, le rush, eh bien les électeurs n'ont que mollement suivi cette consigne. Il ne faut pas pour autant en tirer un pronostic. On s'attend à un résultat très serré entre Jacques Perrat et Jean-Paul Baretti. Je vous resitue très rapidement cette circonscription. Elle a voté à 80% à droite au premier tour. C'est Jacques Perrat que vous voyez sur ces images. C'est aussi une circonscription symbole, puisque ce fut celle de Jean, puis de Jacques Médecin. Ce n'est donc pas un hasard si Jean-Paul Baretti, désigné maire de Nice il y a 4 mois, est allé au combat. Il a besoin d'une légitimité pour asseoir son autorité, et donc nous en saurons un petit peu plus sur l'avenir de Jean-Paul Baretti, l'avenir du maire de Nice, un peu plus dans notre journal du soir, où je pourrai vous donner des résultats définitifs. A tout à l'heure. Bernard Tapie a été entendu hier par les policiers qui enquêtent sur l'assassinat du député du Var, Yann Pia. Il l'a été à Paris, dans la discrétion la plus totale. Nous l'avons appris ce matin par le journal du dimanche. La nouvelle a été confirmée dans la journée de sources policières. Nous n'en savons pas plus ce soir. Le député des Bouches-du-Rhône nous avait affirmé il y a quelques jours n'avoir aucun rapport avec cette affaire. Il ne semble à outre mesure affecté et poursuit tranquillement sa campagne de candidat au cantonal. Reportage de Roland Sicard et Philippe Jasquelin, réalisé, je dois le dire, avant l'audition d'hier matin. C'est peut-être un hasard, mais tout de même. Le bateau de pirate, avec ses haubans et ses canons, y fait diablement penser. Une fois de plus, ça va barder sur le Vieux-Port. D'autant que Bernard Tapie est de retour. L'année dernière, pour les législatives, il avait choisi la banlieue. Cette fois, il rentre en ville. Et pour beaucoup, ce retour a une signification simple. À travers les cantonales, le patron de l'OM vise déjà les municipales de 95. Pourtant, quand on lui parle de la mairie, Tapie reste prudent. Quand vous aurez maire de Marseille, alors c'est clair que c'est en étant un jour à la plus haute responsabilité de la ville qu'on peut y faire le plus de choses. Mais il faut faire attention. Quand j'ai pris un engagement, en général, j'essaie de le prendre que si je suis sûr d'y arriver. Pour l'instant, si l'élection avait lieu demain matin,
je vous assure que j'irai pas, non pas parce que je craindrais le résultat, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé les parades pour éviter que la ville continue de s'enliser comme elle le fait. Seulement, comme les municipales ce n'est pas demain, beaucoup pensent que Tapi, s'il réussit au cantonal, visera la mairie dans un an. Alors, chacun prend position. Il y a d'abord ceux qui le ménagent, ce sont les socialistes. Il comportera la gauche, mais c'est aux électeurs qu'il appartiendra de voir réellement quel est son potentiel, quelle est sa crédibilité, quel est son avenir. Il y a ensuite ceux qui ne le ménagent plus, ce sont les communistes. Il faut dire que Tapi se présente dans un canton tenu par le PC. Résultat, leaders nationaux sur le terrain et réaction locale brutale. Je crois que c'est une agression caractérisée, d'autant que lorsque j'écoute Bernard Tapie, il affirme très nettement son objectif et il désigne très clairement son adversaire comme étant le candidat communiste. Et puis, il y a celui qui observe tout cela de son bureau parce qu'il n'est pas candidat au cantonal, c'est Jean-Claude Gaudin, le patron de la droite marseillaise. L'année prochaine, pour succéder au maire actuel Robert Vigouroux, Tapi et Gaudin devraient se retrouver face à face, mais pour l'instant, Gaudin ne s'inquiète pas. J'observe que ceux qui sont autour de Bernard Tapie étaient des supporters de M. Vigouroux. En aucun cas, ils n'avaient voté pour moi. Donc moi, a priori, je ne paie rien. Conclusion, à Marseille, le vrai combat, ce sera donc l'année prochaine pour les municipales, avec un Front National qui aura aussi son mot à dire. Et le combat promet, car l'expérience l'a toujours prouvé, quand la bataille de la mairie s'engage, même si la mer paraît d'huile, cela tourne vite, au gros temps. Ces élections cantonales, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain, se déroulent dans un climat social tendu. Il illustre la préoccupation de tous sur le problème le plus aigu qui soit, le chômage. Tous les pays industrialisés y sont confrontés. C'est la raison pour laquelle une réunion exceptionnelle du G7 aura lieu demain à Détroit, aux États-Unis. Jusqu'à présent, les pays les plus riches du monde parlaient surtout dans leur sommet de monnaie et de grands équilibres financiers. Demain, ils parleront de ce que l'on appelle partout l'angoisse sociale. Philippe Sassier nous appelle de Détroit. Un seul chiffre justifie cette conférence. Il y a dans la zone OCDE, qui regroupe les pays industrialisés, 35 millions de chômeurs, c'est-à-dire 10 millions de plus qu'il y a 3 ans. Tous les pays sont menacés dans leur emploi, soit par les robots, soit par la concurrence des pays à bas salaire. Et chaque année, il y a 80 millions d'hommes en plus qui viennent sur notre planète. Chacun réagit de façon différente. Ici, aux États-Unis, on crée énormément d'emplois, mais souvent des petits boulots précaires et assez mal payés. L'Europe hésite à suivre le même chemin et fait tourner à plein régime la machine à indemniser. Mais les chiffres sont là. Aux États-Unis, en 20 ans, on a créé 38 millions d'emplois. En Europe, on en a créé 10 millions seulement. Aux États-Unis, le taux de chômage est de 6,5%. En Europe, il est de 11%. Alors ici, on va confronter les expériences. Il ne faut pas s'attendre à ce que sorte de Détroit une espèce de remède miracle et universel. Mais en tout cas, pour la première fois, eh bien, l'emploi est le souci majeur de tous les gouvernements. Il y a tout de même parfois des éclaircies, il suffit de gamberger et de lutter contre les pesanteurs sociales, psychologiques ou administratives. C'est le cas d'une association qui a réussi à Tours à créer 200 emplois de proximité en 2 ans. Jean-Pierre Métivet. Il faut parfois se battre pour que la vie ressemble à la vie. À 84 ans, Marcel Dando reçoit ses enfants chez lui. Mais avec le peu de force qui lui reste, il devrait logiquement le faire ailleurs, en maison de retraite. Quand on vient le voir comme ça, on vient le voir chez lui aussi. Je crois que pour nous, c'est important. Hein, il a toujours vécu ici, il a acheté cette maison, il a envie de vivre jusqu'à la fin dedans, quoi. Et nous, on veut favoriser ça. La solution paraît simple. Grand-père est devenu patron. Il emploie 3 personnes qui se relèvent 24 heures sur 24. On sera toujours avec lui quand il marche, si vous voulez, au cas où il perdrait l'équilibre et puis il s'en rendrait pas compte. Autrement, il se débrouille bien par lui-même, vous inquiétez pas, il tient bien la cadence. Cela paraît simple, mais derrière, il y a la paperasse. Fiche de paye, bordereau URSSAF, demande d'exonération de charges patronales. C'est ce qui rebute tous les gens intéressés par le maintien à domicile. Le secret ici, une association s'en charge. Imaginez l'intendance. Chaque personne aidée représente un employeur. Donc une salariée va chez 5 ou 6 personnes tous les mois et en fait ça représente 5 bulletins de salaire tous les mois, 5 attestations maladie en cas d'arrêt de travail. Tout est multiplié par 5 ou 6. Il faut une logistique et aussi une volonté, une énergie. Bertrand Bessège, accidenté il y a 12 ans, paralysé. Il s'est battu avec des bouts de ficelle. Bilan, en 2 ans, 200 emplois d'aide de vie créés en Indre-et-Loire.
Il y a une demande réelle qui est évidente, et plus il y aura de structures, plus il y aura d'associations qui s'occuperont de ça, plus il y aura de demandes. Parce que les gens handicapés ou âgés sauront exactement à qui s'adresser. Des personnes handicapées qui souhaitent éviter des placements en institution, 200 jeunes femmes au chômage qui trouvent un mi-temps salarié comme auxiliaire de vie. En France, à ce jour, c'est l'expérience la plus réussie de maintien à domicile. J'ai dit gamberge tout à l'heure, eh bien les Suisses ont eu une idée que l'on pourrait importer, l'achat de voitures en multipropriété. Une trentaine de familles rassemblées dans une coopérative ne possèdent et n'utilisent que 3 voitures au total. C'est plus économique et c'est écologique. Antoine Cormery et Luc Bachofen sont allés voir. Regardez bien cette voiture. 4 roues, 4 portières, un volant, 2 rétros et une petite dizaine de propriétaires. À Genève, on appelle ça l'autopartage, une forme de multipropriété aussi écologique qu'économique. Actuellement, une voiture moyenne, elle tourne 1 heure, 23 heures, elle est au garage. Vous le payez quand même. Vous payez les 23 heures qui sont au garage, vous payez l'amortissement, vous payez les assurances, les impôts, les vignettes. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble et de partager tous ces frais et de l'utiliser en fin de compte, cette voiture, uniquement quand vous en avez besoin. Pour utiliser la voiture, juste 1 heure ou un week-end, un coup de fil suffit. Reste ensuite à venir la chercher sur le parking, récupérer les clés et hop, en avant. L'intérêt de Copoto, c'est que quand on n'utilise pas la voiture, on ne paye pratiquement rien. C'est-à-dire que pour un usage occasionnel de la voiture, on paye ses kilomètres, mais le reste du temps, tous les frais fixes sont répartis entre les différents membres. Pour adhérer à la coopérative, 4 000 francs de dépôt suffisent, car on ne paye qu'à l'utilisation. Exemple, la voiture utilisée pendant 2 heures sur 50 km coûte 120 francs, rentable si on fait moins de 10 000 km par an. Pour moi, actuellement, en fonction de mon activité et de mes besoins, c'est parfait. D'autant plus que je peux utiliser des voitures qui sont également parquées dans d'autres quartiers ou dans d'autres villes. Et ce qui m'arrive assez fréquemment, notamment à Lausanne. Ce système d'autopartage est déjà bien rodé en Suisse alémanique, mais à Genève, il est tout neuf. D'ici la fin de l'année, une trentaine de voitures comme celle-là seront ainsi en multipropriété, un système qui pourrait bien un jour passer la frontière suisse. Cérémonie du souvenir à Rieux-la-Pâ, près de Lyon, cérémonie à la mémoire des 7 fusillés de Rieux, les 7 otages juifs exécutés le 29 juin 1944 par la milice. Ces 7 victimes avaient été choisies par Paul Touvier, qui voulait ainsi réagir à l'assassinat de Philippe Henriot par des résistants. Cette cérémonie a lieu 4 jours avant un procès qu'on n'attendait plus, celui précisément de Paul Touvier, ancien chef du renseignement de la milice de Lyon. Il sera jugé à partir de jeudi par la cour d'assises des Yvelines pour crime contre l'humanité. Cela peut surprendre les plus jeunes d'entre nous que ce procès ait lieu aussi tard, mais il faut dire que Paul Touvier avait réussi à échapper à la justice pendant 50 ans. Dominique Verdeillan. Clandestin jusqu'au bout. Touvier voulait rester une silhouette fuyante. Après 50 ans de cache-cache avec la justice, il est arrêté le 24 mai 89. L'ex-enfant de chœur s'était réfugié dans un prieuré à Nice. Un enfant de chœur devenu en 43 milicien. En juillet 47, alors que Touvier a été condamné à mort par contumace pour trahison, il est arrêté et conduit dans les locaux de la Sûreté nationale, d'où il s'échappera miraculeusement, mystérieusement. La cavale de Touvier commence. Abbaye et Chartreuse lui servent de refuge. Durant plus de 40 ans, son seul univers sera sa famille. Quelques rencontres dans ce chalet en 65, Brel, qui lui permet de produire un disque d'éducation sexuelle. À Chambéry, Touvier se fait oublier jusqu'à un effet boomerang. Des hommes d'église ont milité pour sa grâce. En novembre 71, c'est chose faite. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas? Une grâce qui devient une disgrâce. En 72, l'Express débusque Touvier à Lyon. C'est l'heure des premières plaintes. Monsieur Barthès, première. Monsieur Berthet, lunettes noires, Touvier se cache aussi derrière de faux noms pour plaider sa cause pour le crime qui lui vaut les assises. Mais vous saviez qu'ils allaient être fusillés? Oui. Oui. J'avoue, je le savais. Mais comment fallait-il faire? En 84, Touvier décide de faire le mort via un faire-part de deuil. Mais il faudra attendre 89 pour mettre fin à une longue traque. Le milicien retrouvé, c'est l'église qui est éclaboussée.
que je ne comprends pas que cet homme, qui doit savoir ce qu'il a fait, n'est-ce pas, abuse ainsi, à ce point, de la générosité et de la naïveté des ecclésiastiques. Menotté, Paul Touvier arrive au palais de justice de Paris. Il devient le premier Français inculpé de crimes contre l'humanité. Si l'arrestation de Paul Touvier, mon frère, que je ne renie pas, a permis à ces jeunes de réfléchir, permet à d'autres jeunes, à tous les jeunes de France de réfléchir, Paul Touvier, bien involontairement, aura peut-être quand même rendu service à son pays. Crime contre l'humanité ou crime de guerre? En avril 92, la chambre d'accusation blanchit le milicien. La Cour vient de prononcer un non-lieu en faveur de Touvier. Cela fera vraisemblablement plaisir aux victimes des tortionnaires français collaborateurs des nazis. Un tollé général pour un non-lieu total. Non-lieu pour Touvier, mais non-lieu aussi pour Vichy. Les magistrats qui avaient déjà remis en liberté l'inculpé sont accusés d'avoir voulu réécrire l'histoire. Mais que pensez-vous des réactions? C'est tout ce que je peux vous dire. Un non-lieu annulé 6 mois plus tard par la Cour de cassation. Le 2 juin 1993, Paul Touvier est définitivement renvoyé devant les assises des Yvelines pour répondre d'un seul crime, l'exécution de 7 otages juifs à Rieux-la-Pape en juin 1944. Monsieur, ne me dérangez pas, je ne vous dirai rien. Je n'ai rien à dire. Pourtant, dans 4 jours, devant ses juges, face à une justice qui l'attend depuis 50 ans, il faudra bien que Paul Touvier se décide à parler. Fayard publie la nouvelle édition de l'affaire Touvier, un certain Monsieur Paul, une enquête de Laurent Cressalmer et Daniel Schneiderman. À nouveau, des incidents entre jeunes, les forces de l'ordre à Vénissieux et à Lyon aujourd'hui. 3 policiers ont été légèrement blessés, 8 manifestants ont été interpellés. Ils avaient auparavant brûlé des voitures, brisé des vitrines et détruit des kiosques à journaux. On ne connaît pas encore la raison de cette nouvelle tension. Marie-Josée Pérec, mea culpa, elle regrette d'avoir boudé les championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Elle l'a dit à notre rédaction sportive, mais elle rejette la trop grande emprise à ses yeux de son entraîneur, Laurent-Frédéric Bollet. L'image brouillée de Marie-Josée Pérec. Certains la jugent capricieuse comme une diva, d'autres sauvage comme une championne. Elle a en tout cas provoqué une polémique en ne venant pas hier au championnat d'Europe en salle. Aujourd'hui, elle fait plutôt mea culpa. C'est vrai que j'ai fait une erreur. De toute façon, je suis très anxieuse et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne savais plus s'il fallait y aller, s'il ne fallait pas y aller. Mais bon, moi, la peur de ne pas être au top et qu'en plus ce soit à Paris, que ça soit chez moi, ça m'a fait très peur et sur un coup de tête, j'ai décidé de ne pas y aller. Nerveuse, Marie-Jo à la recherche sans doute de l'équilibre entre supporter la défaite et tenir ses engagements. Son entraîneur a choisi son camp. Il ne veut plus l'entraîner. L'épisode d'hier s'est transformé en tempête. Je pense que c'est le moment pour qu'un autre entraîneur pilote son entraînement parce que moi je n'y arrive plus en ce qui me concerne. Divorce à la française entre 2 personnalités fortes. Jacques Piazanta, Pia pour les intimes, piloté Marie-Jo depuis ses débuts. Un couple qui avait conquis un titre mondial et olympique et qui maintenant règle ses comptes. Je crois que Pia, c'est quelqu'un qui bouffe les gens. Enfin, on ne sait plus. C'est quelqu'un qui aime commander, je dirais. Mais vous aussi, vous avez du caractère, non? Oui, malheureusement, c'est peut-être pour ça que ça ne marche plus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, j'ai 25 ans et j'ai plus envie que Pia me traite comme si j'avais 4 ans. Et ça, c'est difficile, voilà. Marie-Jo la révoltée, plus indépendante, qui veut, dit-elle, continuer encore 6 ans à courir. Peut-être, qui sait, ce psychodrame sera-t-il bénéfique pour elle, comme un nouveau départ. Carole Bouquet, les hommes sont-ils sévères parce qu'elle est femme? Elle. Bon, écoutez, je crois qu'elle nous a tous fait pleurer d'émotion, hommes ou femmes, il n'y a pas si longtemps. Donc je crois qu'on ne doit pas penser comme ça. On vous retrouve tout à l'heure, c'est un peu l'histoire du film, hein, elle ne veut pas se faire bouffer par les hommes. Oui, ça m'a fait sourire. Tout à fait, on vous retrouve tout à l'heure. Il s'appelle Nino Ouraba, il joue au golf, il dirige une troupe de théâtre, il slalome sur les pistes comme un champion, il est toujours d'excellente humeur, il est là quand les autres dépriment. Et pourtant, il est handicapé, il a perdu une main dans un accident de voiture, il fait partie de l'équipe de France de ski alpin, il voudrait bien offrir à son équipe la 12e médaille française aux Jeux paralympiques de Lillehammer. Portrait par Christophe Duchiron et Frédéric Bazile. Les gens comme nous ne savent pas ce qui fait avancer leurs pas, mais on s'en va.
On s'en va pour Paris ou pour Tombouctou, pour chez elle ou pour n'importe où. Quand on a le cœur à genoux, la destination, on s'en fout. Les gens comme Nino sont un peu à part. Nino déclame, c'est normal, dans le civil, il est directeur d'une troupe de théâtre. Nino est aussi skieur, il est joueur, golfeur, très bon golfeur et même farceur. Nino est rieur, il adore parler, avec tout le monde, en italien, en japonais, et Nino fait le professeur en français. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Très bien. Nino ou Rabat, ou l'idée d'une certaine joie de vivre, quand le regard des autres vous donne du bonheur, malgré le handicap. La manière dont on est perçu, c'est un petit peu la manière dont on se perçoit soi-même. Hein. Les autres ne sont en fin de compte, à mon sens, qu'un miroir de soi-même. Donc si on renvoie une image, c'est que nous-mêmes on l'a bien intégrée et c'est important pour nous, pour la manière d'appréhender son handicap. Samedi dans la descente, Nino, qui est plutôt un slalomeur, a terminé la course en trombe. De la joie plein les skis, malgré une modeste 10e place. Un éternel optimiste, ce Nino, qui sait quand même se poser les vraies questions. Être ou ne pas être? That's the question. Le Paris-Nice est arrivé à Nice, 4 Français dans les 10 premiers, mais c'est un Suisse qui a gagné. Jérôme Korkikian. Il y a 1 seconde d'écart entre ces deux hommes, 6 km avant l'arrivée. À gauche, l'Espagnol Jesus Montoya, l'homme qui a découvert le vélo à 23 ans et qui se dépasse totalement dans le Paris-Nice. À droite, le Suisse Tony Rominger, le professionnel sans faille, tout le monde le dit vainqueur. Le suspense s'abat sur les dernières minutes du Paris-Nice. Derrière l'Espagnol, l'entraîneur s'époumonne dans sa voiture. Arriba, arriba, vas-y Jesus, fais l'impossible. Et il essaye Montoya, il s'accroche. Mais ce n'est pas assez, l'impossible, c'est le Suisse qui le fait. À chaque coup de pédale, il creuse l'écart. Implacable. Il pulvérise même d'1 minute le record établi l'an passé par son compatriote Alex Zoule. Il remporte l'étape et la course. Derrière, Montoya arrive, 42 secondes trop tard. Côté français, Laurent Roux prend la 4e place de l'étape. Pas de podium, mais c'est pas mal. Cocorico aussi au classement final du Paris-Nice 94. 4 Français dans les 10 premiers. L'équipe de France de rugby jouera son va-tout samedi prochain contre l'Écosse. Si elle perd tout. Elle n'aura que la cuillère. Et pour ne pas perdre, les sélectionnaires ont mis sur la touche le capitaine Olivier Roumat, Alain Penaud et Fabien Galtier. Le nouveau capitaine sera Philippe Saint-André. Allez, on quitte le monde des hommes pour parler avec Carole Bouquet de votre nouveau film qui sort mercredi prochain, D'une femme à l'autre. C'est un retour à l'écran. Depuis, Trop belle pour toi, enfin en France. En France, oui, ça fait 3 ans. C'est un film de femme, de Charlotte Brandstrom, avec 2 hommes, Christopher Walken et Jonathan Pryce. Avant de poursuivre... Je voudrais juste dire une petite chose sur le film de femme quand même. C'est que quand je vais voir un western ou un film de Kurosawa qui s'appelle Les 7 samouraïs, je ne suis jamais sortie en disant que c'était un film d'homme. Ceux qui n'ont pas lu le journal du dimanche ou Elle ont dû être surpris par votre nouveau look. On va dire allure pour parler français. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Pourquoi? Parce que j'en avais envie, mais moi ça ne m'a pas fait autant d'effet que les gens qui l'ont regardé manifestement. Moi ça fait des années que je voulais les couper, mais on m'expliquait que non, par rapport à une image, c'était pas possible. Les gens avaient une image extrêmement classique de Madone attachée à moi. Et ça les a beaucoup surpris. Alors justement, on va parler de votre image. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une femme, Kate, ballottée entre 2 hommes qu'elle aime, tour à tour, un écrivain et un éditeur. Extrait. Oh, d'ici tâche d'année. Tu baises avec lui. Marcel. J'adore Marcel, mais quand même. Tu baises avec lui. Mais enfin, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui te prend? C'est plutôt à moi de te poser cette question. C'est flagrant, tu respires le bonheur. Oui, alors pourquoi pas? J'ai un ravissant chez moi dans le quartier chaud de Londres. J'ai un contrat,
Marcel, et un génie pour époux? Que demander de plus? Tu passes avec lui. C'est lui qui me baise. On parle à France 2 comme sur Fun Radio, on a le droit, hein, avec Oui. Réunion l'a dit, mais moi j'ose pas On va pas prononcer. être censuré. On va pas être censuré, qu'il n'y ait pas de malentendu. Moi j'ose pas, c'est la pudeur de prononcer ce terme, c'est pas avec Marcel. Marcel c'est le petit singe, donc c'est pas avec lui que vous faites l'amour, mais avec l'éditeur qui s'appelle Vanny. Oui. Et l'homme qui Je joue avec les nerfs de mon mari. Tout à fait, qui s'appelle Alec, lui c'est l'écrivain. Oui. Lui c'est l'écrivain, vous êtes mariés, il vous aime à la folie, vous l'avez aimé et vous allez le quitter pour Vanny, l'éditeur. Je vais le quitter surtout parce que j'ai envie de faire quelque chose toute seule de ma vie. Mais je voudrais bien qu'il soit à côté de moi, qu'il soit mon compagnon. Mais il supporterait mal le fait que je ne m'occupe pas de lui 24 heures sur 24. C'est l'histoire d'un coup de foudre, d'une passion. Elle était une très jeune femme. Elle voyait la vie à travers ses yeux. Et à partir du jour où elle a envie de s'occuper un peu d'elle et un peu moins de lui, il le vit très très mal. Il a besoin d'être assuré 24 heures sur 24. Il a besoin de preuves d'amour en permanence. D'être materné. Oui. Et alors cette femme, Kate, va voir un autre homme. Elle pense qu'à ses côtés, l'éditeur qui réussit, un peu parvenu d'ailleurs, Christopher Walken dans le film, elle pense qu'elle va exister, puis elle se rend compte que finalement les hommes... C'est-à-dire que d'une autre manière, lui essaye de l'empêcher de travailler. Elle écrit un premier livre, il voudrait bien que ça soit un succès. En même temps, il n'est pas mécontent que ça ne marche pas. Et la deuxième fois qu'elle essaie, quand il se rend compte que le livre est vraiment formidable, il est paniqué. Il se dit qu'il va la perdre et qu'on va parler plus d'elle que de lui. Et comme ils font le même métier, il a du mal à avaler, quoi. Tout à l'heure, j'ai dit film de femme parce que l'héroïne est une femme très présente tout au long du film, parce qu'il est tourné par une femme de 34 ans, Charlotte Bronstrom. Mais le regard, pardonnez-moi, je l'ai vu, sur les hommes est très acéré, terrible. C'est un film mais c'est une comédie. Oui, non, d'accord, on rit, non mais c'est vrai, on rit, mais c'est un film caustique sur les... Bon, c'est un film anti-macho, quoi, hein. Oui. Oui. Oui, disons-le, oui. Bon, tous les hommes ne sont pas comme ça. Non, ben non, bien sûr que non. Et si on fait ce film, c'est par amour, je veux dire, et c'est en essayant de démêler quelque chose qui se passe dans les couples qui marche pas toujours très bien, parce que l'un essaye de manger l'autre et que... Je ne vais pas raconter la fin de l'histoire de ce film que je vous recommande d'aller voir, mais tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre image. Et dans ce film, c'est l'histoire d'une femme normale. On vous voit même souvent pas maquillée, pas belle. Là, vous êtes trop belle pour nous, mais là, pas belle, les cheveux sales. Est-ce qu'il y a un changement d'image qui a été perturbant pour vous ou pas? Non, pas du tout, mais ça, c'est une chose que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que je ne peux pas essayer de raconter l'histoire d'une femme qui essaye, autour d'une trentaine d'années, de résoudre ses problèmes avec une image de papier glacé. C'est impossible pour que les gens puissent retrouver une vérité à l'écran. Donc sur le film de Blier, par exemple, il y avait des moments où il n'y avait pas cette image-là. Ça dépend de ce dont a besoin le metteur en scène. Mais pour essayer, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Je ne peux pas raconter des histoires à travers une couverture de journal et de cette image-là. Donc il faut vraiment que j'aille le plus possible vers une vérité, en tout cas visuelle, c'est-à-dire vers un visage que les femmes connaissent, par exemple. C'est qu'il y a des jours où on a envie de s'occuper de soi et des jours où on n'a pas le temps, on n'a pas envie, c'est déjà suffisamment difficile de se lever et on enfile un pull, un t-shirt et déjà pour aller dehors, c'est difficile. Donc il ne faut pas que l'image soit une image qu'on appelle de beauté, ça aurait été ridicule. Tout à fait, donc cette perception que certains avaient de vous était déformée, si inaccessible, si star, quoi, si lointaine. Non, mon métier c'est d'être actrice vraiment, et c'est de raconter des histoires. Merci Carole Bouquet, d'une femme à l'autre, mercredi prochain en France, avant de sortir bien sûr en Angleterre, c'est un film international, et ensuite en Amérique. Question posée à la belle, vous croyez à la bête, au monstre du Loch Ness, vous y croyez? Non. Vous avez raison, parce que c'était un trucage, c'était une photo complètement bidonnée, et Jean Pézieux va nous le prouver. Une photo bidon, une supercherie, c'était ça, le monstre du Loch Ness. Certains s'en doutaient peut-être parmi les milliers de curieux qui chaque année photographient la maquette du monstre et observent les eaux du lac. J'ai monté un canular, avoué avant de mourir un certain Sperling, un jouet en bois avec une tête de serpent. Quelqu'un a pris la photo et l'a agrandie, c'était en 1934. La légende de Nessie, le surnom donné au monstre, allait durer 60 ans, pour la plus grande joie des marchands de souvenirs, et malgré les campagnes scientifiques menées par les sceptiques. Des bateaux ont scruté plusieurs fois au scanner le fond du lac, en vain. Les scanners ne peuvent rien repérer sur les bords et dans les recoins.
Donc, si le monstre est là, ils ne le repéreront jamais. Mais au fait, le photographe était peut-être lui-même un imposteur. Alors, même si le monstre n'a jamais existé, comme les châteaux hantés, il fait partie des mystères de l'Écosse. Et les aveux d'un canular sont bien peu de choses face au charme des légendes. À 20h50, vous aurez droit à une autre star du cinéma international sur France 2, Kim Basinger, avec Richard Gere dans Sans pitié. 22h40, Charles Bronson, un justicier dans la ville. Minuit 12, Philippe Lefay. Demain matin, 7h50, Gérard Leclerc recevra Pierre Botton. 13h, Daniel Bilalian. 20h, Bruno Mazur. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Bonne semaine sur France 2. Bonsoir, Carole Bouquet. Bonsoir. Et merci d'être venu.